Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, le Café Presse Politique est de retour comme tous les mercredis. Le grand plaisir de vous retrouver. Malheureusement, toujours sans présentateur, Khaled Drani en détention depuis 108 jours. Khaled Drani auquel nous souhaitons une libération rapide. Ses co-détenus ont été libérés pour les mêmes chefs d'accusation et il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas à son tour. On aura à évoquer son cas en fin d'émission avec notamment Maître Nabila Smaïl au téléphone à partir de Tizi Ouzou pour savoir où en sont les affaires judiciaires. Il y a eu une première vague de libération avant le 5 juillet. Et nous attendons toujours la suite de ces libérations. Auparavant, dans le menu du Café Presse Politique, nous allons évoquer la détérioration de la situation sanitaire et l'évoquer à la fois sur le plan médical et celui de la prise en charge, mais aussi sur le plan de ce café, le gouvernement, et donc sur le plan politique. Nous aurons en milieu d'émission au téléphone M. Yazid Rebouh, qui était directeur de protocole de la campagne électorale de Ali Rdiri, qui a engagé une grève de la faim en prison. Il nous donnera des nouvelles de ce détenu politique. Pour conduire cette émission avec moi, en tous les cas pour toute l'émission, nous aurons ici Hassan Mouali. Je devrais commencer par Lila, docteur Lila Boutagou. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es en plus en retard. On est dans l'égalité, il n'y a pas de souci. On est dans l'égalité, d'accord. Merci de m'avoir sauvé de ce mauvais pas, de cette impair. Donc, docteur Boutagou et Hassan Mouali au plateau de ce Café Presse Politique. Et puis, pour une partie de cette émission, plaisir d'accueillir aussi Lies Merabet, président du syndicat national des praticiens de la santé publique. Lies Merabet, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Lies Merabet, avec une question directe. Est-ce que la situation est en train d'échapper, la situation sanitaire, la crise est en train d'échapper au contrôle? Nous avions l'impression qu'elle était sous contrôle. Aujourd'hui, avec les chiffres qui arrivent tous les jours, la montée du nombre de contaminations, Dieu merci, pas nécessairement la montée du nombre de morts, mais la montée des nombres de contaminations, les incidents de plus en plus fréquents, la tension dans les chambres, dans les services de réanimation, les mouvements de grève qui débutent parce que les médecins sont fatigués et considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens. Est-ce que cette situation-là, je réitère ma question, n'est-elle pas en train d'échapper au contrôle du gouvernement? Enfin, déjà, merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'être avec vous et de participer à ce débat. Merci à nos amis qui sont juste à vos côtés. J'aurais aimé être présent personnellement, mais étant pris sur un plan professionnel, purement professionnel, donc je n'ai pas pu me déplacer. Et c'est un plaisir de contribuer à travers cet appel à cette émission, vu l'intérêt. Lies, il faudra parler un peu plus fort, parce que nous, on t'entend déjà à peine, mais nos amis auditeurs risquent de ne pas bien t'entendre. Un peu plus fort ou un peu plus près du micro. Voilà, j'étais en train de dire que la situation, oui, effectivement, elle est inquiétante. Elle est inquiétante du fait de ces indicateurs de santé qui sont en train d'évoluer défavorablement depuis quand même un certain temps, pour ne pas dire 3 semaines exactement. Donc, on est sur une courbe qui est revenue en ascension, mais de manière constante, de manière rapide aussi. Et c'est ce qui constitue le danger par rapport à l'organisation de l'offre de soins, mais surtout aux difficultés que nous pouvons avoir, que nous sommes en train d'identifier au niveau des différentes structures de santé par rapport à la prise en charge. Donc la prise en charge à travers un parcours de soins qui n'est pas identifié uniquement pour la Covid-19, il faut le dire. Donc les mêmes hôpitaux reçoivent tous les malades, reçoivent toutes les pathologies et s'organisent autour justement de cette épidémie avec un seul parcours de soins
Et ça, c'est déjà en soi-même un problème. Pour le syndicat Yasmir Ahmed, national. ça c'est le constat. Mais nous, on a envie de poser la question, qu'est-ce qui a dérapé? Parce qu'à un moment donné, on avait vraiment le sentiment que la situation était sous contrôle. Le gouvernement n'était pas loin de considérer qu'il avait gagné la bataille. Vers la mi-avril, la fin avril, avec l'Aïd, c'est vrai qu'il a pris une mesure forte pour l'Aïd avec l'empêchement de la circulation, mais on avait le sentiment que la situation était vraiment sous contrôle. Qu'est-ce qui a dérapé? Je pense que nous n'avons pas réussi le déconfinement, tout simplement. Ça a été précipité, ça a été mis en place, décidé, mis en place sans s'organiser autour. S'organiser autour, c'est garantir la mise en application et le respect de toutes les mesures barrières que nous avons, bien sûr, que nous avons annoncées ensemble. Ça s'est fait dans d'autres pays, y compris dans d'autres pays. Nous avons aussi relevé que après le déconfinement, il y a eu quand même un départ ou un redémarrage justement de cette épidémie dans le sens de produire plus de cas. Et ça a ramené beaucoup de pays à revenir et confiner d'une manière étudiée, d'une manière circonscrite et ciblée. Mais c'est pour dire que le déconfinement, lorsqu'il n'est pas réussi, lorsqu'il est précipité, lorsque les conditions du déconfinement aussi ne sont pas là, je pense que ça ne peut pas aller dans un autre sens. Les conditions, c'est toutes ces mesures barrières qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas appliquées. Donc, les différents acteurs représentant justement les secteurs qui conjuguent des efforts dans ce plan d'action préventif ou la prise en charge ont des obligations et un travail à faire. Et le citoyen aussi, il faut le dire, ne s'est pas vraiment engagé dans ce travail. On n'a pas été en mesure de comprendre que l'élément essentiel dans ce plan d'action préventif, dans toutes ces actions qui sont mises en place, c'est le citoyen à travers justement un niveau de civisme qui doit accompagner la situation, mais surtout le respect de ces mesures qui sont assez simples. Donc le port de bavette obligatoire lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on est dans un espace confiné, lorsqu'on est dans un transport public, lorsqu'on est dans un espace aussi, même s'il n'est pas couvert, mais on est en contact avec d'autres gens, constitue l'essentiel de ces mesures barrières. Le reste, bien sûr, le lavage des mains, la propreté et l'hygiène des mains, je pense que c'est un élément essentiel et pas uniquement lorsqu'on est dans une situation d'épidémie. Et la distanciation sociale ou maintenir une distance de sécurité entre personnes, lorsque bien sûr la situation le permet. Et c'est pas toujours évident. Nous sommes en train de constater dans nos administrations, à la poste, à la mairie, à la daïra, dans les surfaces commerciales et dans les transports aussi, nous avons beaucoup de difficultés à organiser la chose et à pouvoir maintenir cette distanciation physique entre personnes. Leïla Boutagoula, vous êtes d'accord pour dire que le gouvernement a peut-être trop compté sur le confinement pour éradiquer le Covid et n'a pas suffisamment préparé le déconfinement qui de toute façon devait arriver à un moment ou à un autre? Bonsoir tout le monde. Merci Hassan pour l'invitation. Je tiens juste à rappeler que le gouvernement a opté pour un couvre-feu et non pas un confinement. C'est-à-dire que quand vous donnez une définition au confinement, c'est autre chose. Le confinement, c'est isoler la population pendant au moins 6 semaines et apporter vivres et conditions de vivre au minimum. Et ça, c'est à l'État de le fournir. Bon, les mesures qui ont été prises, c'était un choix. C'est un choix, on ne revient pas dessus. De toute façon, c'est fait, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, c'est que c'est un couvre-feu. Donc, on peut dire un confinement partiel. Partiel, oui. Mais il a été relativement efficace quand même. Il a été relativement efficace, surtout depuis qu'il était monté, je me rappelle, pendant le mois de Ramadan, de 15h jusqu'à 7h du matin, oui. Mais ça a été efficace, mais apparemment pas suffisamment, parce que ça a réduit effectivement la circulation du virus. On voyait bien qu'on arrivait à contrôler un peu la situation épidémique, mais pas suffisamment pour pouvoir
pouvoir empêcher la circulation du virus et casser cette courbe épidémiologique. Donc, ce qui est sûr, c'est que les mesures étaient bonnes, on arrivait à contrôler la situation, mais à un moment, ça échappe. Ça échappe pourquoi? Parce que le déconfinement ou la levée des mesures gouvernementales, donc du couvre-feu, se sont faites trop rapidement. Trop rapidement, on était dans une courbe qui commençait à descendre et là, hop, on réouvre tout, on autorise la circulation, les transports, alors qu'on avait dit, je l'avais même dit sur ce plateau, qu'un déconfinement ou un retour à une vie normale, elle se fait graduellement et elle se fait vraiment progressivement. Et là, on a vu que c'était un retour rapide à une vie normale. Bon, elle s'est faite effectivement au départ par wilaya et tout, mais dès qu'il y a eu une levée des barrières, une levée des restrictions, on voit que tout est pratiquement revenu un peu comme avant. Donc, un déconfinement ou un retour à la normale, ça se prépare, ça se discute, et ça arrive aussi à un certain niveau de la courbe épidémiologique, ce qui n'a pas été... tout à fait ça. Alors, Hassan, on a peut-être déconfiné trop vite. On n'a pas suffisamment préparé le déconfinement. Et puis, on s'est rendu compte, une fois qu'on a déconfiné, qu'une partie de la population en Algérie ne croyait pas réellement à cette épidémie. Moi, j'ai été 2 fois en Kabylie, notamment pour rendre visite à notre ami Wahab Farsaoui. J'étais impressionné par l'incivisme voilà, par rapport à ça. Enfin, les gens ne croient pas que cette épidémie existe. C'est la faute de qui? Moi, je pense que, précisément, c'est l'un des plus grands échecs du gouvernement. Il n'a pas pu convaincre les Algériens que le virus existe réellement, même si c'est une question qui peut paraître bête, entre guillemets. Mais bon, il se trouve que la réalité est têtue. Au moins, je ne sais pas, peut-être 10-20% des Algériens ne croient pas à cette histoire de corona. Donc, il y a un problème, il y a une faillite sur le plan de la communication institutionnelle à ce niveau-là. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Lila quand elle dit que ce n'était pas un confinement, c'est vrai que c'était un couvre-feu. D'ailleurs, même dans la presse, on dit couvre-feu. Confinement, on l'a vu en France et dans d'autres pays. Le confinement, c'est... les gens ne sortaient pas de chez eux. Mais en Algérie, on a bien vu dans tous les quartiers pratiquement, les jeunes sont tout le temps dehors, jusqu'à pratiquement 20h, 21h, ils sont dehors. Il y a des véhicules de la police qui passaient, mais ils ne s'arrêtaient pas. Donc, ils ne sont pas chez eux, ils sont dans leur quartier. Et ça se passe comme ça dans toutes les villes d'Algérie, dans tous les villages. Alors, quand on parle de... Quand on parle de... Je voulais poser juste une question, si on peut retenir encore Lias Merabet pour une dernière question. Est-ce que c'est possible? Où est-ce qu'il est parti? Hassan, oui, désolé. Est-ce qu'on peut le retenir pour une dernière question? Non? Ah, il est parti. Ok. Alors donc, en Kabylie, moi personnellement j'y vais chaque 10 jours, il n'y a pas de confinement tout simplement. Dans les villages, on se fait des boussettes, voilà, la vie est tout à fait normale. Et dans les villes, dans les quartiers, dans les villes comme Alger par exemple, les gens sont tous dans leur quartier, ils discutent, sans porter de bavettes et tout. Donc je suis désolé, l'État n'est pas là. L'État malheureusement n'a pas été là pour faire respecter le confinement entre guillemets. Donc c'est plus un couvre-feu qu'autre chose. Mais je pense qu'aussi, l'autre faillite, c'est le fait de n'avoir pas préparé les conditions matérielles d'un confinement. C'est-à-dire que, oui, je vais rester chez moi, mais tu vas me ramener à manger, de balasek. Mais on se souvient tous de la crise de SMIC, de la semoule. La semoule, il fallait avoir des connaissances pour se débrouiller, un petit sac de semoule. Donc je pense que l'État algérien n'était pas capable de confiner tout le pays comme l'ont fait les autres pays, parce qu'on n'a pas les moyens matériels. Le gouvernement est insuffisamment outillé pour gérer un confinement, mais même partiel, il n'a pas pu le faire. Donc du coup, et puis voilà, on était un peu content de 175 cas, 150, 120, après c'est descendu en dessous de 100, donc ils se sont dit, c'est bon, on a gagné. Ils ont déconfiné d'une manière complètement désorganisée, la vie a complètement repris son cours normal, du coup, on n'a pas cassé la chaîne de transmission, n'était pas cassée, et ça c'est reparti de plus belle. Je pense que les chiffres que nous voyons ces derniers jours, aujourd'hui je crois que c'est 580, bon ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, j'ai toujours pensé que les vrais chiffres tournent autour de 700, 800. Quand on voit ce qui se passe ici à Alger, par exemple, les marchés, vous voyez, à Raya, à Babloua, les marchés, c'est incroyable.
il n'y a pas de bavette, les marchés aux bestiaux dans les autres wilayas, tu dis, est-ce qu'on est sur la planète Mars? C'est dingue. Est-ce que c'est ça le confinement? Donc on est en train de cueillir les fruits amers de notre gestion, tout simplement. Et je pense que ça va continuer malheureusement pour quelque temps. Mais le drame, c'est que ce sont justement nos médecins qui font face à la mort depuis 4 mois. Et pire encore, ils se font agresser par des voyous qui prennent d'assaut les structures hospitalières. Alors on se retourne quand on parle des médecins vers docteur Boutagouk, la situation devient tendue maintenant dans les hôpitaux. La situation, bien sûr, la situation devient tendue et ingérable parce que vu le flux massif du nombre de contaminations, je tiens juste à rappeler à nos téléspectateurs que on a fait le choix que dans chaque hôpital, il y a un centre ou un service Covid, c'est-à-dire qu'on n'a pas dédié un hôpital ou 2 hôpitaux pour la prise en charge du Covid, mais que dans chaque structure, on a une unité Covid. Donc, c'est pas un clin d'œil, mais c'est une façon de dire qu'il y a aussi des malades non Covid. C'est-à-dire que là, au-delà de l'incurie, que la gestion du Covid, elle est ce qu'elle est, c'est qu'il faut aussi gérer des patients qui ne sont pas Covid et qui sont là, ça fait 4 mois qu'on est encore dans cette crise sanitaire. Exemple, le préavis de grève d'un des services de Bnimsous, aujourd'hui donc annoncé pour demain, c'est pour retrouver son activité normale. Et on est sous pression parce que ce qui se passe, c'est que en même temps, on se sent dépassé par la prise en charge des patients Covid, mais en même temps, on a un appel des patients qui sont non Covid et qui veulent être soignés, tout simplement. Quand vous avez un cancer, vous ne pouvez pas le différer pour 4 mois. Il y a un moment, vous pouvez différer l'urgence. On prend en charge que les urgences, mais à un moment, si vous différez l'urgence d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, là, ça devient une extrême urgence. On ne peut pas différer jusqu'à nos limites. C'est pas possible. Donc, une pression sur le personnel soignant parce qu'il prend en charge avec ses propres moyens. Je tiens à dire aussi qu'on reste encore insuffisant en termes de matériel de protection, que la société civile a fait un travail formidable pour pouvoir munir les soignants de matériel de protection, de bavettes, les masques VNI, les masques Décathlon, les respirateurs, tout ça. Et là, il n'y a pas eu de rebond de la tutelle. On aurait pu, ça fait 4 mois, c'est pas le début de la crise, on aurait pu dire qu'au début de la crise, on ne savait pas. Aujourd'hui, on a un peu de recul. Les visières, c'est qui a octroyer les visières au personnel soignant? C'est pratiquement le don des citoyens et des associations et tous les réseaux qui ont été créés pendant cette crise. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, au début, on peut pardonner un manquement où on ne sait pas comment cette crise va être gérée ou comment ce virus va se comporter et tout. Mais aujourd'hui, on a quand même 4 mois de recul. Et entendre un haut responsable dire « nous sommes pris de court, on ne s'attendait pas à cette deuxième vague », déjà bon, je ne pense pas que ce soit une deuxième vague, mais si on est un Qui a dit ça? Je pense que c'est le ministre de la Santé qui a dit qu'ils étaient surpris par une deuxième vague. Mais à un moment, il faut anticiper. Si on veut être un bon dirigeant, on anticipe. Oui. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Alors, dans un cas comme ça, alors, je voulais retenir tout à l'heure, malheureusement, il était obligé de partir. L'émission a démarré légèrement en retard et il avait d'autres engagements. Docteur Lies Merabet, que je remercie pour sa participation, il est pas favorable à un reconfinement. Il dit que les conditions ont changé et que ça n'apporte pas nécessairement, ce n'est pas la bonne réponse aujourd'hui. Moi, je comprends pas très bien pourquoi, pour les mêmes raisons, même un semi-confinement, comme au début, ne serait pas la bonne réponse, puisqu'on est d'accord pour dire qu'il a permis de retarder, et que de retarder le pic, et que la vraie défaillance, c'est de ne pas avoir préparé le déconfinement par la généralisation des mesures barrières, par la diffusion des masques, par la massification des tests, ce que les autres pays ont fait à la fin de la période de confinement. Question, Hassan Mouali, favorable ou pas défavorable à un retour au confinement? Je suis favorable à un confinement total dans toute l'Algérie, au moins pour 15 jours. Moi, je pense qu'on n'a pas les moyens, malheureusement, on n'a même pas les réflexes citoyens. Les Algériens ne sont même peuple indiscipliné, il faut bien se le dire.
زكارة في الحكومة ولا؟ زكارة في الحكومة, même si on va pas accabler Hassan, le micro n'est pas en face de toi, il faut le tourner vers toi. Voilà. Donc le gouvernement, c'est vrai qu'il a c'est pas un exemple de bonne gestion, il est les gaffes, c'est tous les jours pratiquement, mais ce n'est pas une raison pour mettre tout sur le dos du gouvernement. Nous avons un peuple indiscipliné qui ne respecte pas les consignes. Tu vas finir ministre en parlant comme ça, tu sais. Ah, moi, je ne le souhaite pas, surtout pas avec ce gouvernement. Alors, voilà, moi je ne suis pas de ceux qui diabolisent le peuple, mais les faits sont là. On voit, ils béroulent en plein confinement, en plein crise sanitaire, c'est impossible. Mais là aussi, le gouvernement, il a failli. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que le gouvernement n'a pas été ferme. Normalement, il faut sanctionner à un moment donné. Il faut sanctionner, obliger les gens. Oui, 10 000 dinars pour quelqu'un qui ne porte pas la bavette dans sa voiture tout seul, vous le verbalisez, 10 000 dinars, mais c'est trop. Là, c'est excessif. Je suis sûr que si c'était 2 000, 3 000 dinars et tout ça, ils auraient ramassé beaucoup d'argent. Et pour les simples citoyens, ils vont se dire, bon, malish. Et il faut verbaliser ceux qui restent dehors jusqu'à 22h par exemple, ceux qui vont vendre leurs moutons dehors, voilà, il faut leur infliger 10 000 dinars. Donc il y a du populisme. Pas plus loin qu'hier, j'entends la Commission nationale des fatwas décider d'autorité comme ça que l'Aïd est maintenu. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut impérativement interdire l'Aïd ou là, mais personnellement, en tant qu'Algérien, j'ai vraiment peur. L'Aïd, avec tout ce qui va avec, les bousboussates, les accolades, c'est un risque, c'est un gros risque. Et qui c'est qui l'annonce? Même le ministre de la Santé te dit le dernier mot revient à la commission des fatwas. Je suis désolé, c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise religieuse. Je suis désolé. On a bien interdit, on a bien annulé l'Aïd Srer. On peut confiner les moutons et laisser les Algériens tranquilles. Ce serait une solution. On a annulé le Hajj qui est un pilier de l'islam. Et on ne veut pas annuler l'Aïd al-Kibir qui est un rituel, tout simplement. Je suis désolé, la bigoterie n'a pas de place ici. Il y va de la santé publique des Algériens. Donc à un moment donné, le gouvernement doit montrer sa fermeté. Il doit montrer que la situation est gravissime. Il faut bien se le dire, la situation est gravissime. Je pense que situation exceptionnelle appelle des mesures exceptionnelles. Et moi, je suis favorable à un confinement total. Confinement total de 15 jours, Lila Boutagou. Écoutez, qui est déjà très fatigué de 4 mois de Merci de le rappeler. Non, sincèrement, je pense que le débat aujourd'hui n'est pas au confinement total ou partiel. Je pense qu'on est dans une situation qui nous dépasse réellement. C'est là, les mesures qui vont être entreprises, c'est pour limiter la casse. Et je vous le dis sincèrement. C'est-à-dire que quand vous avez un taux aussi élevé, avec des décès aussi, parce que c'est statistique, plus vous avez un taux de contamination qui s'élève, plus vous avez aussi des taux, c'est normal, de décès qui vont s'élever. Donc c'est proportionnel et je pense que là, il faut impérativement sauver au maximum les Algériens, parce que confinement total ou confinement partiel, où les mesures doivent être prises et doivent être appliquées. C'est-à-dire que renforcer les équipes soignantes parce qu'elles se fatiguent. C'est-à-dire que là, ceux qui étaient au front pendant 4 mois n'en peuvent plus. Donc, décider aussi d'une veille sanitaire, de prévoir de ramener aussi les médecins du privé, donc les médecins qui sont qui exercent dans le secteur privé, qui sont d'un âge jeune, pas les retraités, parce qu'on sait très bien que ce Covid, c'est aussi une question d'âge. Donc, prévoir et réquisitionner les médecins du privé, mettre les moyens qu'il faut. Là, parce que un confinement total, c'est au minimum 6 semaines pour pouvoir limiter et casser la courbe épidémiologique ou réduire la circulation du virus. Ça a un coût. Mais rester dans cette situation qui perdure pendant encore quelques mois, ça a aussi un coût. Donc, personnellement, je ne serais ni pour le confinement total, ni pour un confinement partiel, parce que tous les deux vont coûter au fond. Mais qu'est-ce qui va être le plus efficace? Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation qui nous échappe. C'est de limiter la casse et de mettre les moyens qu'il faut, que ce soit des moyens physiques et des moyens mettre les moyens qu'il faut, on a l'impression que le gouvernement
est en train de justement perdre ses moyens parce qu'il prend des mesures qu'on ne comprend pas. J'en veux pour preuve ce communiqué de la présidence jeudi dernier qui interdit la circulation entre les wilayas qui devait démarrer dès le vendredi matin, dès le jeudi à minuit, et qui a mis le pays en état de crise de nerfs. C'était pas réfléchi. Voilà, quand on gère mal une situation, du coup, à un moment donné, on prend des décisions comme ça, on porte pièce. D'ailleurs, en deux mots, votre avis sur la circulation interwilaya, est-ce que c'est une mesure qui s'est imposée? Le sourire de Leila Boutagou nous laisse penser que non. Sincèrement, comme tous les Algériens, je vais dire sincèrement, moi, j'ai rien compris. Voilà, tout simplement. On n'a pas le droit de circuler entre les wilayas. On n'a pas le droit de circuler entre les wilayas. Enfin bon, moi c'est ce qu'on est supposé faire. On n'a pas compris le communiqué. C'est un communiqué qui a été donné vers 21h. On a commencé par dire qu'il y avait une restriction de 19 wilayas. Ensuite, ça s'est étendu à 29 wilayas. Et des gens étaient bloqués. Moi, de ma part, j'étais bloquée. J'étais hors wilaya. On n'a pas compris. On n'a pas compris, sincèrement. Alors, dans le même registre, Hassan, je donne la parole pour quelque chose. Dans le même registre, la réaction du ministre de la Communication, qui très violente à l'égard du journal Liberté, qui avait fait un dossier aveu d'échec, donc qui a fait son travail de média pour montrer que, en fait, la crise était en train d'échapper au contrôle du gouvernement. Cette réaction-là, elle montre encore une fois que le gouvernement panique. Elle est symptomatique justement de l'état des lieux. Ils savent pertinemment eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route tout simplement en matière de plan de prévention contre le Covid. 4 mois plus tard, c'est vrai que maintenant on n'a plus le droit de dire qu'on ne s'attendait pas, on ne savait pas et tout. Ok, les premiers temps, il manquait de SMID, il manquait. Mais allez, il n'y a pas de problème. On pouvait comprendre. Mais 4 mois, je suis désolé, tu deviens expert en la matière. Tous les Algériens savent ce que c'est Corona, ce que savent ses implications. On est branché, on sait tout. Le pouvoir, le gouvernement avait toute la latitude d'échafauder un autre scénario de prévention pour limiter les dégâts. Comme elle dit, docteur, c'est vrai que limiter les dégâts parce qu'on ne peut pas, faute de l'éradiquer, au moins juguler. Mais là, les décisions qui sont prises, on se pose des questions. Un jeudi, moi personnellement, je parle de mon petit cas personnel, jeudi dernier, j'étais fatigué, je me suis dit, je ne vais pas aller en Kabylie pour voir la vie, et je me suis dit, demain vendredi, et j'apprends à 21h que la route vers Tizi Ouzou était fermée, alors que Tizi Ouzou n'était pas confiné, était complètement déconfiné. Je leur ai dit, mais je traverse Boumardès, mais pas la ville, je prends l'autre, non, c'est interdit. Il y a une inconséquence quelque part, une inconséquence managériale, il y a une panne d'imagination. On n'est pas en train de critiquer parce que c'est le pouvoir, parce que ça n'a rien à voir. Là, il y va de la santé des Algériens. On n'a pas le droit à l'erreur, je suis désolé. Là, il faut un effort national pour politiser un petit peu la chose. Le Hirak a fait sa part. Il a suspendu les manifestations, c'est magnifique. Donc, je pense qu'il a montré qu'il s'inscrivait dans cet effort national visant à sécuriser le peuple. Il appartient au gouvernement de faire ce qu'il doit faire. Le gouvernement a mis en prison les animateurs du Hirak. Il a mis en prison les médias. Et là, un communiqué contre les médias qui critiquent la prise en charge. Les médias. Alors, tout de suite, une question pour la praticienne. Quand on voit le gouvernement menacer un journal parce qu'il a rapporté des informations dont la première source, en règle générale, ce sont des médecins, on a peur de donner des vraies infos sur la situation sanitaire? Complètement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous met devant deux situations. Je tiens à dire quand même que les praticiens de la santé, les acteurs de la santé, ceux qui ont osé dénoncer, étaient menacés de prison, étaient menacés de sanctions. Alors, soit on meurt du Covid aujourd'hui, si on est praticien, soit si on dénonce et on n'est pas content et on revendique des meilleures conditions de travail, alors là, c'est des sanctions qui tombent. Donc, on ne nous laisse pas le choix. On veut un peu bipolariser. Soit vous avez des sanctions, soit alors vous faites avec. Et à ce moment-là, le pire peut arriver. Sans compter que c'est des soignants qui ont une famille. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas juste les soignants qui sont infectés et contaminés. Il y a aussi la famille et les proches qui le sont. Donc, voir le journal Liberté aussi, voir de telles sanctions, ça fait de la peine parce qu'on est en recul des libertés. La liberté de la presse
est une liberté fondamentale. Alors, Si aujourd'hui on commence à menacer un journal comme Liberté de plus, parce qu'il n'a rien fait, c'est un droit d'informer, c'est un droit, je rappelle, constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. On ne peut pas dire ça, on est dans les sanctions, mais des sanctions qui vont à tous les niveaux. Je tiens à le dire, que ce soit les organismes d'information comme Journal Liberté et tout, ou les personnes à part entière. Moi, je pense que c'est conforme à la politique générale de ce pouvoir. C'est une gestion sécuritaire, même des affaires de la santé, même du Covid. Personne n'a accusé Abdelmajid Tebboune ou la Chenguereha d'avoir provoqué le Covid, de l'avoir importé. Non, on sait que c'est un virus qui a été transmis, il est venu de Chine et tout. Mais gérez bien, ça fait 5 mois quand même. Vous savez très bien qu'il y a certaines mesures qui sont inefficaces, complètement inefficaces. N'importe quel Algérien de la rue va vous dire non, ça c'est pas la peine de faire ça, ça ne sert à rien. D'accord? Donc changez de politique. Écoutez ce que disent les experts de la santé, ce qui se fait ailleurs. Prenons exemple sur les pays qui nous ont dépassés. Il faut copier des méthodes qui ont prouvé leur réussite ailleurs. Eux, ils sont tête dans une gestion sécuritaire. Un médecin qui fait une vidéo pour dénoncer parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de masque et tout ça, on l'emprisonne ou je ne sais pas quoi. Non, c'est une gestion sécuritaire. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. C'est hier, 14 juillet, en France, le président Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il met les médecins devant les militaires pour un peu les mettre il les a mis en vedette. On leur doit ça, la moindre des choses. On les appelle pompeusement l'armée. Mais la Boutagou ne serait pas rassuré d'avoir des militaires dans le dos. Hein, oui. Non, devant l'opinion, c'est-à-dire pour dire que ce sont ces gens-là qui nous ont sauvés. Et nous, on les emprisonne, on les traîne devant les tribunaux. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on... Hassan, tu as signé la pétition qui a réagi à ce qu'a écrit le ministre de la Communication. Tu as un problème personnel avec le ministre? Je le connais même pas. Amar Belhimar, je le connais, c'est un ancien journaliste et tout ça, mais je lui ai jamais serré la main. C'est pas... Moi, je personnalise jamais. Mais, mais la pétition le ton de la pétition ramenait les choses. Parce que le communiqué, je ne sais pas si c'est un communiqué d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la trace de ce communiqué à l'APS? Non. Non, c'est un compte-rendu donc moi je pense que c'est Amar Belhimar qui a écrit lui-même un pamphlet de 8000 signes. Ça n'existe pas, un communiqué de 8000 signes contre Liberté, où il utilise un style un peu bizarre. Il y a eu une belle réaction de la corporation. La corporation, oui. Moi je l'ai signé. Si c'est un autre journal demain, je vais signer. C'est une position de principe. Même si malheureusement ça n'a pas suivi, mais moi je l'ai signé. Je signerai demain pour un cas similaire, un ministre de la Communication. Si tant et que ça existe ailleurs, ça n'existe pas, n'a pas vocation à dicter une ligne éditoriale à un journal, à un média. Je suis désolé. Il n'a pas vocation à décider, à décider quel vocabulaire un éditorialiste doit utiliser dans ses éditoriaux. Non, même du temps de Bouteflika, on n'a pas atteint ce niveau quand même. Attendez. Un peu de sérieux. Alors, il y a quand même une tache noire dans cette séquence de défense de la liberté de la presse. Le journal Liberté n'a pas publié cette pétition et il n'en a pas fait référence. J'ai vu Est-ce que le journal Liberté est si sous pression que ça? On aurait voulu d'ailleurs avoir un habitué du Café Presse Politique, Hassan Ouali, qui est à la tête de la rédaction du journal Liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis ça parce que tu étais à Liberté il y a longtemps et tu connais un peu la rédaction. Ça a changé, Liberté. Maintenant, ce n'est plus... il y a 3 ou 4 personnes parmi les anciens qui sont encore là-bas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Issa Abdelbrab qui a changé? Est-ce que la détention en prison de Issa Abdelbrab, le propriétaire de Liberté, l'a mis sous pression au point où aujourd'hui il a peur d'engager son journal dans une... Enfin, il a été attaqué son journal, donc ne serait-ce que publier une pétition qui défend Liberté qui n'est pas publiée à Liberté, c'est quand même choquant. Alors, il serait vraiment idiot de ma part de penser une seconde que c'est Hassan Ouali qui a décidé de ne pas publier comme ça, tout seul. Je ne pense pas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une année de ça, il y a 4 mois de ça, 6 mois de ça, Saad Abdelbrab était en prison. Donc, il n'est pas encore blanchi jusqu'à présent, je crois. Son affaire, c'est juste liberté provisoire. Donc, je pense que peut-être il a dû toucher un mot au directeur de Liberté en lui disant il ne faut pas ouvrir un flanc avec le ministère parce que c'est tellement bien le communiqué de Belhimar qu'ils ont décidé ils ne s'attendaient pas à ce que Liberté ose critiquer comme ça, aussi aveu d'échec
ose attaquer frontalement comme ça. Enfin, attaquer, non, je pense que c'est du journalisme. Hein. C'est des constats. C'est un journaliste de CETIF, le correspondant de CETIF de Liberté. Enfin, voilà, c'est des papiers, c'est des informations qui sont parues dans tous les journaux. Tout à fait. Donc, on n'a pas eu la lecture d'avoir. C'est pas un affront, en fait. Ouais, Pour eux, ils l'ont pris comme un affront. Mais en fait, ils ne visaient personne. C'était un constat d'échec, tout simplement. Mais là, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que l'article qui porte le titre Aveu d'échec, signé par notre ami Hatou Hanafi, il était à la gloire du président Tebboune. Il reprend les reproches de Tebboune en plein conseil des ministres en leur disant sur le plan communication, gestion, voilà, c'est la PS qui donne ça, c'est la PS, il reprend. C'était un compte rendu. Quand j'ai lu, je me suis dit, c'est pas possible. Oh, ben là, Tebboune, il doit être content. Il doit être... Bon, je sais que c'est l'édito de... Donc, le ministre de la Communication rend un mauvais service à son président. Enfin, c'est l'édito un peu, l'édito de Hassan Wali qui... Parce qu'il a même cité quelques mots que Hassan a utilisés dans son édito. Donc c'est une analyse de contenu que Abdelhamid a fait de l'édito de Hassan Wali, aveu d'échec, catastrophe, il a utilisé le mot catastrophe. Mais le professeur Ben Bouzid, le ministre de la Santé, tous les jours que Dieu fait, parle de catastrophe. Ce n'est pas nouveau. Mieux encore, il est allé jusqu'à contredire ce qu'a dit le président Tebboune. Il dit que nous avons le meilleur système de santé au monde arabe et en Afrique. 2 jours plus tard, le ministre de la Santé, il dit que notre système de santé a besoin grandement d'être réformé, mais on va aller doucement. Voilà un peu une chose et son contraire. Donc, à force de politiser, et à force de prendre toutes les critiques comme des attaques politiques, voilà, moi je pense que c'est ça le truc. On ne peut pas ne pas politiser la chose. C'est un nouveau régime, Tebboune, en quête en déficit de légitimité, donc quête de légitimation. Donc quand on critique par rapport au Covid pour eux, donc on critique la personne du président Tebboune et son gouvernement. Non, faites quelque chose de bien, on va vous dire vous avez fait des choses bien, mais vous ne le faites pas. Et on est là en tant que journaux, en tant que société civile, à vous le rappeler. Vous allez droit au mur. Parce que c'est notre santé aussi. Vous êtes payés par nous-mêmes. Alors, il y a les menaces d'emprisonnement d'un membre du gouvernement à l'égard de journalistes et de médias, mais il y a déjà les gens qui sont en prison, notamment le général à la retraite Ali Irderi. Et nous allons parler du cas de Ali Irderi avec le directeur de protocole de sa campagne électorale, puisqu'on peut le rappeler, Ali Irderi était candidat à la présidentielle du mois d'avril dernier. Yazid Darbouh, vous êtes avec nous, hein? Yazid Darbouh n'est pas là. Ça s'est coupé. On est resté longtemps. Est-ce que le Covid peut réussir là où le Hirak a échoué? Est-ce que le Covid peut faire tomber un régime? Quand c'est un régime illégitime, quand c'est un régime déjà affaibli, ce qu'on voit aujourd'hui avec le Covid, c'est qu'il va lever le voile sur là sur les points les points faibles de ce régime. C'est-à-dire qu'on avait déjà un système de santé, ça tout le monde le sait, tous les Algériens le savent, c'est-à-dire c'est un secret pour personne, il faut arrêter la langue de bois, que ce système de santé était déjà moribond et aujourd'hui c'est une perte de vitesse et c'est aussi, il lève le voile sur un système de santé défaillant, tout simplement. Économiquement ça n'allait pas, ça lève le voile sur des défaillances économiques, etc. Socialement parlant, on tenait à peu près avec des ajustements, ça lève le voile. C'est que une crise comme le Covid, qui est une crise sanitaire mondiale, va malmener toutes les économies du monde, tous les pays du monde, tous les régimes du monde. Mais quand il y a déjà au préalable des faiblesses, ben c'est clair que ça les pousse vers le précipice encore plus. Yazid Darbouh est avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je corrige juste ma transition en attendant que vous reveniez à l'antenne n'était peut-être pas si bonne que ça. Le Hirak n'a pas échoué à faire tomber un régime. Selon Djellali Soufiane, le Hirak a fait tomber le régime Bouteflika. Mais il ne devrait pas insister à faire tomber le système. Voilà, c'est un point de vue. Donc moi j'ai dit que le Hirak avait échoué à faire tomber un régime. Le régime Bouteflika est tombé. Voilà, il y en a qui le lisent comme cela. On peut ne pas être d'accord. C'est un débat. On le poursuivra encore sur le Café Presse Politique. Yazid Darbouh. Nouvelle inquiétante quand même cette semaine. Depuis vendredi dernier, le général à la retraite Ali Irderi est en grève de la faim en appui à sa revendication de libération. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles précises à donner à nos auditeurs? D'abord, merci de m'appel. Je tiens à saluer vos
tes invités. Et avant de répondre à ta question, je voudrais citer une phrase par laquelle M. Alerdi a conclu son communiqué qu'il a transmis avant-hier ou hier, je ne sais plus, à la presse. Il a dit de la façon suivante: la grève de la faim sera pour moi une façon d'éviter une mort lente. Est-ce qu'on est dans un scénario de mort lente? Sur le plan judiciaire, les avocats, la défense de Ali Erdiri a choisi de casser la décision de la chambre d'accusation, de le renvoyer devant la justice pour un certain nombre de chefs d'accusation. Et donc, quand on engage, je ne suis pas en train de me faire l'avocat du parquet, évidemment, surtout pas, je considère qu'Ali Erdiri est un détenu d'opinion, c'est même le détenu personnel de Ahmed Gaïd Salah, de mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Ouais. Est-ce que on n'est pas dans un scénario classique de, une fois qu'on a cassé un jugement, c'est la Cour suprême qui doit un jugement, un ordre de renvoi. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un processus juridique et que le mot de mort lente est un peu fort? Non, je ne conçois pas. Permets-moi de ne pas être d'accord avec toi pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un monsieur qui initialement été accusé, depuis le 13 juin, il était initialement accusé de 2 accusations. Une d'entre elles, la plus grave, a été tombée donc le 10 juin, si ma mémoire est bonne. Et il lui reste la seule, c'est-à-dire de porter atteinte à l'armée. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois sur votre plateau, je le redis, cette accusation n'est pas exclusive à M. Alerdi. Il y en a plusieurs qui l'ont eu. Et parmi ceux qui l'ont eu, il y en a plusieurs qui sont sortis, ne serait-ce qu'il y a 10 jours, 15 jours de ça, et même certains d'entre eux ont été rétablis. Alors la question qui se pose, elle est double. La première question qui se pose, c'est que comment se fait-il par rapport à M. Alerdi, ils l'ont statué comme si c'était un crime. Et pour tout le reste, c'est-à-dire c'est un crime, c'est pas un délit. Tous les autres accusés, toutes les autres personnes ont été accusées d'un délit, pas un crime. Donc c'est tout à fait différent. J'allais dire, c'est de 2 poids 2 mesures. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'il faudrait plus de 13 mois pour statuer sur un cas pareil? Ça, je me pose la question, et l'opinion publique, d'une façon générale, se pose la question. Est-il normal qu'on prenne 13 mois? Et en plus, là, maintenant, avec son pourvoi de cassation, ça va prendre minimum 4 mois au niveau de la chambre d'accusation d'Alger, de la cour d'Alger, pour que ça soit transféré à la cour suprême. 2 mois sont de droit légal à la Cour suprême pour qu'elle va statuer. Et quand elle aura statué, elle ne va pas statuer sur le procès en lui-même, elle va statuer sur le fond. C'est-à-dire, est-ce que les éléments présents dans le dossier permettent d'accuser M. Alerdi ou pas? Alors, je tiens à vous le dire par là que les avocats s'accordent à dire qu'il n'y a aucun élément ne prouve que M. Alerdi a dit quoi que ce soit contre l'institution militaire. Vous le savez aussi bien que moi, M. Hussein, que c'est un monsieur qui a servi cette institution depuis 42 ans. Ses enfants, ses propres enfants sont enrôlés dans cette institution. Ses frères sont enrôlés dans cette institution. Son père, Moujahid, son grand-père est shahid. Alors je ne comprends pas. L'opinion publique, encore une fois, se demande comment c'est qu'une personne pareille, d'une telle valeur, elle passe des journées, des mois, je ne sais pas combien ça. Il a commencé à. Yazid Rebouh, on avait l'habitude de se croiser les vendredis à Alger Centre avec les marches de Hirak. Il y avait un carré qui, les dernières semaines, était totalement dédié à la libération de Ali Erdiri. Vous avez été quand même pénalisé par l'arrêt du Hirak, parce qu'il y avait une pression qui s'exerçait pendant ces semaines-là. Oui, et parce que c'était une bouffée d'oxygène, on pouvait y aller, descendre, on n'était pas nombreux hélas, mais c'était une bouffée d'oxygène, on pouvait y aller et crier fort ou fort que M. Alerdi est emprisonné arbitrairement, et justement. Alors, je vais poser une autre question un peu gênante, mais on peut aussi y répondre ici à l'intérieur du studio. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai reçu à Radio M Ali Erdiri, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle. Il m'avait rappelé en aparté qu'au moment où Hussein Ben Hadid avait été arrêté, il avait parcouru toute l'Algérie pour essayer de réunir des généraux, enfin des officiers supérieurs à la retraite, en appui à la revendication de libération du général Ali Ben Hadid, qui est aujourd'hui Hussein Ben Hadid, qui est aujourd'hui quelque part symboliquement réhabilité, puisqu'il était au club, au mess des officiers à l'occasion du 5 juillet. Oui. Est-ce que quelqu'un fait le même travail pour Ali Erdiri? Moi, je n'ai pas envie d'être violent dans mes propos, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a un peu une lâcheté chez une partie des hauts gradés à la retraite qui laisse l'un des leurs dans cette situation-là. Là, vous me tendez la perche, mon ami, je vous remercie pour ça. Ce que je voulais dire, c'est vraiment terrible ce qui se passe par rapport à M. Alerdi. Je
voulais dire que ni les partis politiques, ni les personnalités politiques, ni les associations, toutes tendances confondues, humanitaires ou autres, ni même les anciens gradés, et même les personnalités politiques en Algérie, je pense, et ces personnes qui étaient avec nous au début de la campagne électorale, au début du mois d'avril 2018-19, je suis désolé de le dire, mais je pense à Assoul, je pense à El Karabi, je pense à tous ceux qui étaient autour de nous. Zoubida a évoqué son nom, Zoubida, sur le plateau de Radio M la semaine dernière, ici même, mais évidemment, vous avez le droit de demander plus de sa part et de la part de Mokrana Etlan. Je l'apprends pas. Je dis tout simplement, ils sont où tous ces gens-là qui... Il y en a un qui est au gouvernement, hein, qui était dans la campagne avec vous. Oui, je suis tout d'accord avec vous, et je vais dire son nom, c'est Farhat Itali. Pourquoi Farhat Itali aussi n'en parle pas alors qu'il était lui personnellement directeur de sa campagne électorale? Donc, ne serait-ce qu'à titre humanitaire, ce monsieur-là, il a commencé la grève le vendredi passé. Chaque jour qui passe est une souffrance pour lui et sa famille est meurtrie dans sa chair. Est-ce qu'il y a des gens encore humains dans ce pays? Et je vais vous dire la question qui me vient assez souvent à la tête. Est-ce que M. El Erdiri, finalement, est un Algérien ou pas? Est-ce qu'il est Algérien pour pouvoir être justiciable comme tout le monde? M. El Erdiri ne demande pas la compassion ou la pitié des uns et des autres. Il demande tout simplement à être jugé comme tout le monde. Je comprends pas comment. Alors là, on le condamne pour des choses qu'il aurait éventuellement dit, mais les écrits de M. El Erdiri sur Al-Watani sont là. Il a répondu également à une question concernant le chef de l'état-major qu'il connaissait personnellement, avec qui il a travaillé pour avoir. Il disait du chef de l'état-major qu'il ne permettrait jamais à quiconque de passer le cadre constitutionnel. Est-ce que cette phrase que M. El Erdiri a dite est considérée comme ayant porté atteinte à l'armée nationale? Je ne pense pas. Donc, on va souhaiter à l'Erdiri d'obtenir très rapidement satisfaction de sa revendication, qu'il soit au moins jugé. Il peut être mis en liberté provisoire en attendant qu'il soit jugé. Évidemment, ça a été appliqué pour d'autres, et donc ça peut être appliqué dans son cas. On va lui souhaiter très fortement que ce soit le cas, et rester à l'écoute de ce qui se passe, en espérant que son état de santé ne se détériore pas et que cette triste affaire se dénoue rapidement. Merci beaucoup, Rabouh Yazid, d'avoir été avec nous pendant ce café presse politique. Merci. Nous allons prendre des nouvelles des autres prisonniers avec Maître Nabil Asmaïl à partir de Tizi Ouzou. En attendant, je vais poser une question quand même au chroniqueur politique que tu es, Hassan Mouali. Qu'est-ce qu'on est en train de faire payer au général El Erdiri? Le fait de s'être présenté comme candidat à la présidentielle sans l'assentiment de l'armée, c'est quelque chose que l'on ne tolère pas. Moi, il me fait beaucoup de peine. Il me faut beaucoup de peine parce que même le Hirak, malheureusement, les partis politiques, la société civile, personne ne le soutient. Il faut bien. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce cas-là dont on parle encore moins qu'Al Erdiri, c'est Nekaz. Mais encore plus Al Erdiri parce que il était militaire en général, donc dans l'imaginaire collectif des Algériens en général, donc c'est comme la Bible et la clique, d'accord. Mais je pense qu'on n'a pas le droit quand même. Comme il a dit le monsieur, ne serait-ce qu'humainement. Et ce type, qu'est-ce qu'il réclame? Un procès. Un procès, il va se défendre. On l'a laissé en prison pendant 13 mois, et tout le monde sait que c'est Gaïd Salah qui l'a mis en prison. Tout le monde a compris que c'est Gaïd Salah qui l'a mis en prison. Il se trouve que parmi la garde prétorienne de Gaïd Salah, il y en a qui sont actuellement en prison. Je pense notamment au fameux Ouassili, qui était un peu le patron des services à l'époque. Là, il se retrouve en prison. Donc on peut comprendre, on peut déduire, ne serait-ce que par transitivité, que Al Erdiri était un honnête homme. Même s'il était général-major et tout ça, puisque le Ouassini Hada, qui était apparemment impliqué dans le fameux truc qui a été cousu contre Al Erdiri, se retrouve aujourd'hui 8 ans de prison, je crois. Et Al Erdiri Mskin, il est dans sa prison, il ne sait pas quand est-ce qu'il sera jugé. Quel crime a-t-il commis quand même? C'était un candidat à la présidentielle. Gaïd Salah n'a jamais gobé le fait qu'un général soit candidat contre son propre candidat. Il n'avait pas encore de candidat à l'époque. Si. Si. On peut rappeler que c'était Bouteflika. Au moment où s'est présenté Al Erdiri, le candidat de Gaïd Salah, c'était Bouteflika. C'était Bouteflika. C'était en mars, je crois. Il a été emprisonné quand? C'était en avril, juin. Non, mais il a menacé de prison avant déjà. Il avait déjà menacé avant. Tu as raison. Je me souviens même aidé par le fameux colonel de l'ex-DRS. Comment il s'appelle, Adako Ould Larbi, quelque chose qui passait sur Nahar TV.
il avait criblé à l'Irdiri, il a réduit à rien du tout. C'est-à-dire, en même temps, il tressait des lauriers à Abdelaziz Bouteflika. Khafourbi, comme dirait Farhat Itali d'ailleurs, Khafourbi, il n'a rien fait. Organiser lui un procès, il va se défendre. Mais on n'a pas le droit de le laisser pourrir comme ça. Grève de la faim, 42 ans. Officier supérieur de l'armée, 42 ans, qui a servi de l'armée algérienne. En bas, tu le laisses en prison. Quelle image tu donnes du pays? Quelle image tu donnes du pays? Donc, et là, encore une fois, en ma qualité de journaliste, je ne peux que constater, avec beaucoup de dégoût, le silence des médias algériens, la majorité des médias algériens, sur le sort réservé à l'Irdiri et Rachid Nekez et d'autres peut-être. Mais Hadou, c'est les plus connus. On ne parle pas. Oui, on parle de notre ami Khaldrani, bien sûr, mais il faut parler des autres aussi. Karim Tabou a bénéficié d'une liberté provisoire. Il n'y a pas de raison pour que l'Irdiri n'en bénéficie pas. C'est un homme politique. Là, moi, je refuse qu'on parle du général Al-Irdiri. Un homme politique candidat à la présidentielle. Moi, c'est comme ça que je le prends. Une femme politique, on va en dire un mot, Amira est ressortie de prison. On a eu peur qu'elle subisse le sort d'Al-Irdiri ou d'autres qui sont restés là. Elle est gynécologue comme toi, Lila. Des nouvelles de Amira Bouraoui? Elle va bien. Elle se repose. Je pense que tout ça a été éprouvant et très rapide en même temps, parce que la sentence pour Amira est tombée très très vite. On ne s'attendait pas à une telle sentence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la sentence est tombée le dimanche, alors qu'elle a été embarquée le mercredi d'avant. Donc, oui, c'était très très rapide. Voilà, il y avait beaucoup de chefs d'inculpation. Une année ferme, c'était effroyable. On ne s'attendait pas à une telle peine. Mais voilà, liberté provisoire. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que Amira, Tabou, Karim Tabou, Khaled Drarni ou tous les autres, il n'y a pas que Amira, mais c'est épuisant parce que toute l'énergie du Hirak, toute l'énergie va pour défendre, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire que le cas de Al-Irdiri ou de Rachid Nekez fait foi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les oublier, il faut continuer à en parler, et il ne faut pas oublier que ce sont des détenus d'opinion. C'est pour une opinion. Aujourd'hui, on est en prison. Et là, il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire ce sont des détenus d'opinion parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont eu une position, parce qu'ils ont dit certaines vérités. Et à ce titre, il faut défendre tout le monde. Et tout le monde, sans exception. Voilà. Voilà. Donc, Amira, Karim Tabou, Khaled Drarni, Walid Keshida, Nekez, tout le monde. Tout le monde, parce que c'est au prix d'une justice équitable pour tout le monde. On avait fait une émission mercredi dernier sur est-ce que les libérations étaient le début d'un processus d'apaisement qui allait peut-être changer la donne au niveau du climat politique. On a déjà notamment lancé un dialogue. Il y a eu, entre parenthèses, on aurait pu en parler aujourd'hui, ce fameux congrès du FFS qui ouvre la porte à un dialogue national. On aura la possibilité d'en reparler. Et il ne s'est rien passé depuis. On devait faire le point sur les procédures judiciaires, notamment pour Khaldrani, pour savoir s'il y a un enrôlement de l'affaire dans ce mois de juillet, avec un de ses défenseurs, en l'occurrence une défenseuse, Maître Nabila Asmaël, mais malheureusement on n'a pas pu la contacter à Tizouzou. Et nous arrivons à la fin de ce café presse politique de ce mercredi. Déjà. Oui, déjà parce qu'il est 18h15 et qu'on doit respecter le couvre-feu. On n'a pas de laisser-passer. Personne n'a voulu nous donner de laisser-passer à Radio M. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Leïla, merci Hassan. Nous avons démarré avec 15 minutes de retard quand même. C'est aussi pour ça que l'émission est un peu plus courte que d'habitude. Merci à tous ceux qui ont participé, à Lies Merabet, Dr Lies Merabet au début de cette émission, à Arbouh Yazid pour témoigner de la situation de Al-Irdiri. Merci à vous d'être fidèles au Café Presse Politique. Toutes nos vœux de libération à tous les détenus d'opinion. Nous venons d'évoquer cette séquence à l'instant. Un grand salut à Khaldrani. Nous souhaitons à chaque fois à la fin de cette émission que ce soit lui qui présente le numéro prochain. Joyeux anniversaire Khaled, je n'ai pas dit. À bientôt. Comme ça. Merci. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout.
Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.